Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 3 mai à la une de l'actualité. Journée mondiale de la liberté de la presse. Le président de la République a présidé une cérémonie en présence de membres de la presse nationale et internationale accrédités en Algérie. Lancement ce mercredi de Ifriqiya FM, une radio qui s'intéresse à tout ce qui a trait au continent africain. Nous avons suivi les préparatifs de son équipe 2 jours avant le jour J. Reportage dans cette édition. Et puis zoom dans ce journal sur le réaménagement de la wilaya d'Alger, le plan vert qui consiste à créer de nouveaux espaces de loisirs et protéger les écosystèmes naturels existants. À l'étranger, une véritable politique d'appauvrissement du peuple marocain dénoncée dans une énième manifestation. Ils étaient nombreux à se mobiliser contre la précarité et la vie chère dans plusieurs villes du Maroc. Et l'on s'intéresse ce soir au rempart de la vieille ville d'Alger, reliant les portes de la Médina en l'entourant et la protégeant. Leurs vestiges demeurent témoins de cette époque. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, l'Algérie a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la liberté de la presse dans un contexte marqué par des réformes profondes garantissant la liberté d'expression et l'indépendance de la presse. Et à l'occasion, le président de la République a présidé une cérémonie au Centre international des conférences qui s'est tenue en présence du président du Conseil de la Nation, Salah Boudji, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, le Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, des membres du gouvernement, de hauts responsables de l'État ainsi que des représentants de la presse nationale et internationale accrédités en Algérie. La célébration cette année survient dans un contexte marqué par des réformes profondes du secteur, l'adoption d'une nouvelle loi organique sur l'information notamment qui consacre et garantit le respect des règles de déontologie et d'éthique professionnelle, un des engagements du président de la République. Le président de la République a félicité les journalistes à l'occasion de leur journée internationale et a échangé avec des journalistes sur leurs préoccupations et des questions concernant le secteur de la communication dans un contexte marqué par des réformes profondes garantissant la liberté de l'expression médiatique sous toutes ses formes pour faire barrage à la désinformation. Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a prononcé une allocution à l'occasion dans laquelle il a salué les différentes réformes en cours dans le secteur de la communication et les efforts consentis par l'État pour promouvoir le secteur. Je vous invite à l'écouter. دور أسرة الصحافة الوطنية في مختلف وسائل الإعلام والاتصال وهي ترافق بوعي واحترافية عهد بناء الجزائر الجديدة التي تعول خاصة على الإعلام البديل لتعزيز أواصر الوحدة واللحمة الوطنية بين الشعب ومؤسساته وفي مقدمتها مؤسسة جيشه الوطني الشعبي العتيد سليل جيش التحرير الوطني. لأجل هذا ووفاء بالتزامات الدولة تحت القيادة الرشيدة
للسيد رئيس الجمهورية نعمل باستمرار على توفير البيئة المهنية الكفيلة بتعزيز حقوق الصحفيين والمواطنين على حد سواء في إطار احترام تلازم الحرية والمسؤولية. تجسيدا لما تقدم، صادق البرلمان مؤخرا على القانون العضوي المتعلق بالإعلام على أن يستكمل المسار بعرض مشاريع أخرى تخص مجالات السمع البصري والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. Et plus tôt dans la journée, le ministre de la Communication s'est recueilli à la place de la liberté de la presse à Alger, à la mémoire des martyrs de la profession. En présence de membres de la corporation, Mohamed Bouslimani a déposé une comportant les noms des disparus de la scène médiatique morts dans les moments les plus sombres qu'a vécu le pays, avant de lire la Fatiha en leur mémoire. Et cette journée a été choisie pour le lancement d'une nouvelle radio, Ifriqiya FM. Comme son nom l'indique, s'occupe de tout ce qui a trait au continent africain. Elle regroupe une équipe jeune et dynamique dont les membres viennent de différents horizons. Amel Bouakba a suivi les préparatifs à 2 jours du lancement. Reportage. Bonjour à tous, bienvenue sur Ifriqiya FM, sur la musique de Myriam Makeba. Vous êtes sur votre nouvelle station. La voix de Myriam Makeba, icône de l'Afrique, résonne pour la première fois dans ce studio et donne le temps. Bienvenue sur les ondes de la nouvelle radio Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique. On m'a offert cette chance, cette opportunité, un encadrement topissime qui nous cesse et qui me cesse de nous pousser. Et j'espère qu'on arrivera à satisfaire avant tout nos auditeurs et surtout toutes les personnes qui ont cru en ce projet. Et à travers ces difficultés, à travers ce que nous traversons en Afrique, il est temps que nous soyons entreprenants. Il faut que nous créions, il faut que nous innovons. Et maintenant, à travers Ifriqiya FM, c'est cette particularité qui permet de toucher un peu par toute l'Afrique, parce que c'est ça, il faut montrer une nouvelle mentalité en disant on a tant vécu, on a tant vu, etc. etc. Il est temps qu'on change de choses, il est temps que nous travaillons. Et je suis très ravie parce que c'est la voix de l'Afrique, ça réunit l'Afrique, ça fait parler l'Afrique et ça pourrait rapporter beaucoup de solutions sur plusieurs plans. Tous les moyens ont été mis en place et à travers ce studio-là et notre réseau de correspondants, on va informer tous les citoyens africains là où ils sont. Une radio portée par une équipe dynamique de journalistes passionnés et motivés. Ravi de travailler sur l'Afrique, sur notre continent, qu'on est convaincu qu'on doit changer les choses et qu'on a les moyens de changer les choses grâce à ce merveilleux média et ce merveilleux nouveau média qu'est Ifriqiya FM. Je suis très honorée de faire partie de cette belle équipe. On a été bien formés, on a été bien encadrés, on l'est toujours, on nous oriente et voilà, je suis très fière de faire partie de cette équipe. C'est avec beaucoup d'ambition que cette équipe entame cette nouvelle aventure médiatique sous la houlette de leur mentor. Ifriqiya FM, la voix africaine, c'est tout simplement une radio qui est riche de par son contenu, mais de par aussi sa composante, puisque la rédaction est bien étoffée. Nous avons plusieurs nationalités africaines au sein de cette radio. Nous avons des chroniqueurs du Burundi, nous avons du Mali, du Sénégal, du Burkina, du Tchad, et nous avons aussi bien sûr une équipe d'Algériens comme nous, donc des chroniqueurs, des journalistes qui seront au service de l'Afrique. Nous avons aussi un réseau de correspondants à travers le continent africain. Il y a le français, il y a l'arabe, il y a le tergui, il y a le hausa et le bambara qui sont des langues africaines. Le hausa, généralement, c'est très utilisé au Niger, mais également une partie du Mali, mais de l'Afrique. Il y a aussi le bambara et nous comptons dans un avenir très proche, pourquoi pas, intégrer aussi la langue anglaise et d'autres langues africaines, pourquoi pas le swahili, le peul et d'autres langues, pour pouvoir parler à l'Afrique. Vous savez, il y a l'agenda africain de 2030. Dans une Afrique multiculturelle, cette nouvelle radio se veut un moyen puissant pour diffuser une information objective et accompagner les défis du continent. Ifriqiya FM, la voix africaine.
Voilà pour cette partie consacrée à la journée mondiale de la liberté de la presse. On va parler du réaménagement de la wilaya d'Alger. 4 plans stratégiques de développement ont été élaborés. Ils ont pour but d'élever la capitale au rang de métropole internationale. Nous nous intéressons ce soir au plan vert qui consiste non seulement à créer de nouveaux espaces de loisirs et de détente, mais aussi protéger les écosystèmes naturels existants. Reportage de Majda Jahmoun. Avec une superficie de 5000 hectares, les couverts forestiers et les espaces verts sont les poumons de la capitale. Pour protéger ses atouts floristiques et faunistiques inestimables, la wilaya d'Alger a mis en place un plan de réaménagement de ces zones. Objectif, préserver et garantir la durabilité de ces écosystèmes à long terme. Parmi ces projets ambitieux, la décharge de Oued-Smar qui s'est métamorphosée pour devenir un espace vert. Autre projet non moins important, celui de Dounia Park, où 1059 hectares seront exploités pour l'établissement de pistes cyclables, la réalisation de 3 passerelles ainsi qu'un parking d'une capacité totale de 5000 véhicules. Il est réparti en 4 zones. La zone 1, actuellement en cours de travaux, il est constitué de 3 grands lacs. Le premier lac et le deuxième lac, les travaux sont en cours par la wilaya d'Alger. Ils sont en voie d'achèvement. Consistant, c'est 1,8 km de pistes cyclables qui sera livré cet été. L'éclairage public en cours de réalisation, 3 passerelles. La passerelle pour survoler ou pour traverser le lac afin de relier les 2 lacs, lac 1 et lac 2. La DTP actuellement réalise pour un montant de 1 milliard de dinars. C'est un grand parc qui sera livré avec toutes les commodités. Et pour mieux protéger les plans d'eau, des programmes de plantation de différents types d'arbres et de réalisation d'ouvrages mécaniques et biologiques ont été mis en place par la direction des forêts. Une fiche technique elle a été donc réalisée pour atténuer un petit peu tous les phénomènes d'érosion apparente afin de fixer le sol dans le plus bref délai. La superficie prévue donc pour protéger un petit peu tout le pourtour du plan d'eau, ce sera sur 11 hectares avec différentes espèces forestières. En exemple, le peuplier, les platanes, les pistachiers. Cette grande opération de réaménagement concerne également l'autre joyau naturel, espace de jeux et de loisirs privilégiés des Algériens, le parc zoologique de Ben Aknoun, qui deviendra un parc safari. Le village africain restera donc digne de son nom et drainera un nombre important de visiteurs. Le parc safari, c'est un nouveau concept qui est en vogue à travers le monde. Ce sera une première en Algérie. C'est un concept qui consiste à mettre les animaux sauvages, donc ces animaux comme le lion, le tigre, l'éléphant, dans un espace en semi-liberté. Voilà. Et on inverse un petit peu les rôles. Et c'est les visiteurs qui seront enfermés quelque part, donc soit dans des tunnels vitrés, par exemple. Les visiteurs pourront donc observer ces animaux sauvages, les approcher sans danger. On a la réhabilitation de la clôture, il y aura la réhabilitation de la voie ferrée, il y aura aussi la réhabilitation de l'éclairage public, la réhabilitation, il y a 2 hôtels, il y a le Mouflon d'Or et la résidence. Il y aura aussi la création de quelques points d'eau, donc les forages, les bassins, les châteaux d'eau. Le plan vert de la wilaya d'Alger revêt une importance capitale, d'autant plus qu'il englobe plusieurs opérations de réhabilitation et de réaménagement d'espaces verts et de sites forestiers, vu leur rôle dans la régulation du climat et la protection de la biodiversité pour un cadre de vie meilleur. Et le plan vert de la réhabilitation de la wilaya d'Alger sera développé ce soir dans votre émission Question d'actu.
Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a présidé une réunion du bureau du Conseil élargi aux présidents des groupes parlementaires et aux questeurs, consacrée à l'examen de l'agenda proposé pour l'action du Conseil durant la prochaine période, aux propositions des commissions permanentes et à d'autres questions administratives. Le Conseil s'est félicité des décisions prises par le dernier Conseil des ministres et celles contenues dans le message du président de la République à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs relative aux employés et aux retraites, ainsi que les mesures relatives à la promotion de l'investissement et au volet agricole. L'institution estime qu'il s'agit d'un prolongement normal des mesures et actions entreprises dans tous les domaines et toutes les franges de la société et dont les répercussions sont aujourd'hui palpables. Lutte contre la toxicomanie, ce fléau social qui touche en grande partie les jeunes. Hassan, qui a été l'un d'entre eux, a sombré dans l'addiction petit à petit et a pu éviter le pire grâce à sa détermination. Aujourd'hui, il commence un nouveau chapitre de sa vie. Il nous raconte son passage en désintoxication qui l'a sauvé du gouffre, nous dit Rina Lorari. Pour Hassan, tout a commencé par une simple curiosité, une envie de découvrir de nouvelles sensations et de nouveaux plaisirs. Une première dose de drogue est prise, puis une seconde. Au fil des jours, la toxicomanie s'installe et depuis, c'est littéralement la descente aux enfers. Entre cures de désintoxication et multiples rechutes, Hassan est entre autres dans une spirale infernale. La première fois, c'est un ami qui m'avait proposé un comprimé, sous prétexte que ça pouvait m'aider à décompresser et à vaincre ma timidité. Pour moi, c'était une simple expérience. La sensation était agréable et c'est devenu une addiction. Ma vie a basculé. Son comportement était inhabituel, il avait commencé à sortir tard le soir. Selon son humeur, je pouvais savoir son état. Quand il était euphorique, je comprenais qu'il était sous l'influence des psychotropes, car quand il est sobre, il est vraiment de mauvaise humeur. Déterminé à reprendre sa vie en main et redevenir maître de sa personne, Hassan s'est rendu au centre de désintoxication de Constantine pour demander une prise en charge, accompagné de ses proches qui l'ont soutenu dans sa démarche. Il a demandé de l'aide car il est déterminé à entamer une nouvelle vie. Il faut avoir une volonté de faire pour pouvoir s'en sortir et changer sa vie à nouveau. Selon les statistiques du premier trimestre de l'année en cours, 425 cas de toxicomanie ont été pris en charge, dont 143 nouveaux cas, et ce à travers une désintoxication médicamenteuse et un traitement psychologique. Les séances de psychothérapie sont nécessaires, pas seulement pour les patients, mais aussi pour leur famille. La désintoxication est un long et dur chemin à parcourir. Dans la plupart des cas, les patients rechutent et retombent dans l'addiction. D'autres, à l'exemple de Hassan, choisissent de continuer sur la voie de la guérison et de l'espoir d'une vie meilleure. Ce communiqué du MDN, dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont arrêté 5 éléments de soutien au groupe terroriste, tandis que 2 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites à Blida. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, les détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, 42 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 12 quintaux et 56 kg de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc et saisi plus de 116 000 comprimés psychotropes. À Tamanrasset, Bojbadi Mourtar, Ingazem et Janet, des détachements de l'ANP ont arrêté 160 individus et saisi 30 véhicules, 139 groupes électrogènes, 68 marteaux-piqueurs et 6 détecteurs de métaux, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. 22 autres individus ont été arrêtés, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 9 fusils de chasse, de grandes quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 156 tonnes, ainsi que plus de 3 900 unités de différentes boissons ont été saisies à travers le territoire national.
Les gardes frontières ont déjoué, en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes, des tentatives de contrebande de plus de 172 000 litres de carburant à Bojbadi Mourtal, Tébessa et Soukharas. D'autre part, les gardes-côtes ont déjoué au niveau des côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage d'une centaine d'individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 161 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Et cette réaction du ministère des Affaires étrangères aux allégations du secrétaire général sortant de l'Union du Maghreb arabe, le porte-parole du ministère a affirmé que l'Algérie est le seul membre de l'Union du Maghreb arabe à n'avoir jamais demandé le gel des activités des institutions maghrébines, contrairement à ces bévues qui n'en finissent pas, à travers lesquelles ils tentent vainement de tromper l'opinion publique maghrébine et de travestir les faits en amputant la responsabilité du blocage de l'édification maghrébine à l'Algérie. Seul membre de l'Union à avoir ratifié tous les accords conclus dans le cadre de l'Union du Maghreb arabe depuis sa création, avec son soutien inconditionnel aux activités de toutes les institutions maghrébines et à ses projets économiques, sociaux et culturels. L'Algérie demeurera attachée à sa forte volonté de réformer le processus d'édification de l'Union maghrébine et de réaliser les attentes légitimes de ces peuples qui aspirent à l'activation de l'action maghrébine sur des bases claires et fédératrices sans préalable aucun. Fin du communiqué du ministère des Affaires étrangères. Et à l'étranger, le blocus médiatique sur la question sahraoui rend le travail des journalistes difficile. Malgré la répression pratiquée par le Marzen, ils arrivent quand même à faire entendre la voix de leur peuple et à faire connaître leur juste cause. C'est le cas de la radio nationale de la RASD. Amar Touaguine et Yanis Edbelqasim nous en disent plus. Nous sommes dans les locaux de la télévision sahraoui, une télévision qui diffuse les informations en temps réel et montre la situation difficile des populations sahraouies dans les territoires occupés. La chaîne met à nu les dépassements du régime du Marzen qui réprime ce peuple à vie de liberté et s'en prend en parallèle aux journalistes et aux militants des droits de l'homme. C'est grâce à l'établissement public de la télévision sahraoui que les victoires diplomatiques et militaires de la RASD sont médiatisées, tout comme la situation des Sahraouis dans les camps de réfugiés. Ce média nous permet également de mettre en lumière la situation déplorable des Sahraouis et des journalistes dans les territoires occupés. À travers ces canaux, la télévision sahraoui a pour objectif de porter la question sahraoui sur la scène internationale et de diffuser la réalité du terrain, notamment dans les territoires occupés, et ce en dépit du blackout médiatique, de l'embargo et des intimidations que subissent nos correspondants. En tant que journalistes sahraouis, nous défendons notre cause en couvrant toute l'actualité et les événements en rapport avec la question sahraoui, que ce soit dans les camps de réfugiés, dans les territoires occupés et dans le monde. Le but est de faire entendre la voix du peuple sahraoui qui subit les affres de l'occupant marocain, lequel tente par tous les moyens d'étouffer la question sahraoui, mais nos médias restent déterminés à poursuivre leur mission jusqu'à l'obtention de la liberté et de l'indépendance. Une mission menée également par la radio sahraoui qui soutient la justesse de sa cause. La radio sahraoui, avec le peu de moyens dont elle dispose, est parvenue à contrer le blackout médiatique que le régime du Marzen tente de lui imposer. Ceci est rendu possible grâce à la justesse de notre cause, de laquelle nous puisions notre force. Accomplir leur travail, celui d'informer en relayant les faits sans les déformer et dévoiler au grand jour l'oppression marocaine pour faire réagir la communauté internationale et obtenir l'indépendance de la dernière colonie d'Afrique. Et une véritable politique d'appauvrissement est dénoncée par le peuple marocain. Dans une énième manifestation, ils étaient nombreux à se mobiliser contre la précarité et les conditions de vie difficiles qu'ils vivent au quotidien. Une contestation qui se heurte au silence et l'indifférence des autorités. Yasmine Massaoudi. Avec une situation sociale et économique des plus précaires, les Marocains sont au bord du gouffre. Malgré les nombreuses manifestations organisées depuis des mois pour dénoncer la politique d'appauvrissement volontaire menée par le régime du Marzen, la situation est loin de s'arranger.
لان اللي جوا الشاب هذا المصير ديالو قدام الله سبحانه وتعالى القبر ديالو مع فرعون خصو ينسحب كرامته لان حتى واحد من الشاب ما باغيه ولادنا ما باغينوش حنا ما باغينوش حنا مستقبلنا ضاع ولكن المستقبل ديال ولادنا شنو هو البطاله الجوع ما لاقيش ما ياكلوا دار الشباب دارهم في الصندوق وصورت عليهم باش ما يزيدوش لقدام خلاو غير ولادهم هما الاغنياء اللي يزيدوا لقدام ولادنا حنا صورتوا عليهم دارهم في الصندوق وصورتوا عليهم كاينش قتل العباد قتلهم تقهرنا والله تتقهرنا بالغلا والله. Une fois de plus, la rue gronde dans ce pays, où la cherté de la vie est à l'origine de ce mouvement de contestation qui ne semble pas s'apaiser. Il est même de plus en plus virulent en raison de l'inflation galopante qui touche de plein fouet le simple citoyen. Une bonne partie de la population marocaine est aujourd'hui plongée dans une pauvreté extrême. حنا محنين وهاد الزياده في الاسعار زاد كملت علينا حنا كنا غاديين بلاتي احسن زعما وغاديين بشويه علينا ولكن اخويا ملي زادوا هاد الزياده في الاسعار عاد زادوا كملوا علينا الا ما كنتيش قاد على واحد المسؤوليه بلا ما تاخذها كيفاش غادي يعيش واش غيمشيو يشفروا واش غيمشيو يقتلوا الناس هاد الشيء راه عيب وعار حنا خدامين ومقهورين الله يحسن العوان اخويا. Lésés dans leurs droits les plus élémentaires, rien ne semble arrêter les Marocains. Ils se disent engagés dans leur combat pour la dignité. Et ces images à présent, des images choquantes et surtout désolantes qui font le tour des réseaux sociaux. La violence aux abords des stades est devenue monnaie courante au Maroc. Les manifestations sportives se terminent ou débutent souvent par des heurts avec les forces de l'ordre. Le dernier incident en date a même coûté la vie à une jeune femme il y a 2 jours. Mourtar Hamani. Décidément, assister à un match de football au Maroc n'est plus une partie de plaisir, mais plutôt un théâtre à ciel ouvert où la violence revêt sa véritable signification et où les valeurs humaines et celles du sport ont été totalement violées. Et ce sont là des images toutes fraîches dehors entre services d'ordre et des supporters venus assister à une rencontre de football. Mais au-delà du dispositif sécuritaire mis en place, c'est surtout la sauvagerie avec laquelle sont traités ces chauds supporters de leurs clubs respectifs qui nous interpellent. Des images choquantes qui font actuellement le tour du monde. Et au moment où on pensait que le régime du Marzen allait trouver des solutions suite au décès tragique samedi dernier d'une jeune supportrice dans les mêmes circonstances, la situation s'est empirée. L'horreur prend place dans un lieu censé être dédié au sport et au spectacle. Ce traitement de faveur de cette catégorie importante de la population marocaine, à savoir la jeunesse, n'est en fait qu'un échantillon de la malvie des Marocains. Et ce ne sont pas les dernières manifestations du 1er mai qui vont nous contredire. À l'étranger toujours, le taux d'inflation annuel de la zone euro repart à la hausse, s'établissant à 7% en avril. Ce chiffre est moins bon que les attentes des analystes. Il devrait induire des mesures d'octroi de crédit plus strictes par les banques. Un nouveau tour de vis pour les ménages européens qui subissent déjà de plein fouet la crise économique. Yamina Saïdi. En Europe, l'inflation est repartie à la hausse ce mois d'avril, inscrivant une progression de 7% des prix à la consommation, interrompant une série de 5 reculs mensuels consécutifs. Une mauvaise nouvelle qui devrait inciter la Banque centrale européenne à poursuivre ses hausses de taux d'intérêt au risque de freiner l'économie. La BCE n'a guère le choix, l'inflation reste très au-dessus de son objectif de 2% et continue d'inquiéter les responsables politiques, confrontés aux protestations des opinions publiques dont le pouvoir d'achat est amputé mois après mois. Le Royaume-Uni est le pays le plus touché par l'inflation sur les produits alimentaires qui a atteint 15,7% en avril contre 15% en mars, ce qui représente le niveau le plus élevé jamais enregistré dans la catégorie alimentaire, a indiqué le consortium des distributions britanniques.
L'inflation sur les produits frais s'est également accélérée en avril pour atteindre un record de 17,8% contre 17% en mars. Une hausse des prix qui entraîne une baisse drastique du pouvoir d'achat, donnant ainsi lieu à des actions de grogne populaire. En Allemagne, des manifestations ont éclaté pour dénoncer l'inflation qui se traduit par une augmentation des prix des biens et services, une diminution du pouvoir d'achat des consommateurs, une hausse des coûts de production pour les entreprises ainsi que l'augmentation des taux d'intérêt. Cette triste nouvelle décès hier soir du cinéaste Sida Ali Mazif à l'âge de 80 ans. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière de Sidi Mohamed. Réalisateur engagé, le défunt a marqué le cinéma algérien durant sa longue carrière. Parmi ses œuvres les plus connues, Sueur noire, Leïla et les autres, Houria, Les nomades et le patio. Des réalisations qui témoignent à jamais de son savoir-faire et de sa passion pour le 7e art. Et puisque c'est le mois du patrimoine, l'on s'intéresse ce soir aux remparts de la vieille ville d'Alger. Il reliait les 7 portes de la Médina en l'entourant et la protégeant des dangers et des attaques potentielles. Aujourd'hui, seuls quelques vestiges demeurent témoins de cette époque. Reportage de Fali El-Hamdi. Alger, El Mahroussa, la bien gardée, doit son appellation à ses fortifications invulnérables. La défense d'El Jezaïr était assurée par 1650 mètres de remparts, 20 forts, 13 batteries intérieures et 16 batteries extérieures. Si on voit Alger à partir du port, nous avons toute la façade maritime donc, qui était carrément un rempart avec plusieurs borches. Et les remparts allaient vers le haut et se rencontrent au niveau de la citadelle. Ils se rencontrent. Donc ce que vous voyez là, ça c'est un pan de cette muraille, parce que la muraille a été démolie par la colonisation française, mais ils ont gardé quelques pans que nous allons voir. Donc nous avons ce pan en face de la citadelle, nous avons aussi des vestiges du bastion, ce qu'on appelle le bastion 8, de la Porte-Neuve, Bab Jdid. Tous les historiens s'accordent à dire qu'Alger était entouré d'une muraille percée de 5 portes. Chaque porte avait un nom. Nous avons 2 portes qui donnent sur la mer. Donc vous avez Bab Tzira, ce qu'on appelle Bab Tzira, qui donne sur la Méroté. Et il était emprunté par les corsaires et par les marins. Et un peu plus bas, au niveau de la mosquée de la pêcherie, il y avait Bab el-Bahar, la porte de la mer, donc, qui donnait sur la mer, à l'ancien Kassor, et elle était empruntée par les poissonniers, par les pêcheurs. Et puis, un peu plus haut, nous avons à l'ouest Bab el-Oued, la porte de l'Oued, parce qu'elle donnait sur un Oued, c'est Oued Mkhassel, et elle a donné aussi son nom au futur quartier Bab el-Oued. Et puis, à l'est, nous avons la porte Bab Azzoun, qui donnait sur l'actuel square Port Saïd, là où il y a le TNA, et le futur quartier européen. Et puis, vers le haut, plus tard, on a percé une autre porte qu'on a appelée Bab Jdid. Mais en réalité, il existait une 6e petite porte qu'on appelait Bab Sidi Ramdan ou Bab el-Jebbana. Depuis la naissance d'Alger, sa fortification a dû avoir plusieurs portes au gré des aléas de l'histoire et des différents souverains sur plusieurs époques. La Casbah d'Alger est unique. Aucune autre médina n'a à la fois cette orientation, ce climat, cette précise architecture. Certains l'ont décrite telle ou comme un diadème sur le front d'une princesse, tour à tour surnommée El Baïda, El Jazia, El Mahroussa.
Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.